Nous allons finir donc ce CHAM 2014 en se posant la question de dessiner un système sanitaire efficient. Et j'appelle Philippe Domy, Gérard Larcher, Christian Ledorz, Jean-Louis Touraine. Montez, messieurs. Allez-y. Voilà. Venez vous asseoir. Et le débat sera modéré par Claude Le Pen. Voilà. Voilà. Bien, eh bien écoutez, Gérard, merci. Nous avons une responsabilité écrasante. J'ai plein de SMS de Guy en disant c'est l'apothéose, c'est le bouquet final, il faut être à la hauteur. Donc, messieurs, il va falloir assurer. Alors, le thème de la table ronde, c'est dessine-moi un système de santé. Au fond, l'idée, c'est au-delà des contingences, quel est le système idéal? Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait aucune contrainte, si on pouvait rêver comme ça? La politique, c'est l'art du possible. La politique aussi, c'est l'art d'avoir une vision, d'inspirer une vision. Et quelle serait la vision qu'on pourrait proposer aux Français? Est-ce que le système idéal serait loin de notre système? Ce serait le contraire? Est-ce que ce serait le même en mieux? Et sur quoi faudrait-il trouver, en quelque sorte, quel levier d'amélioration sur ce système? Et moi, je suis assez frappé dans le discours public par la contradiction qu'il y a entre le caractère catastrophiste du diagnostic. Le système va dans le mur, est en crise, est à bout de souffle. Et puis le caractère relativement bénin de beaucoup de solutions. Si on fait des grandes lois avec 55 articles, souvent techniques et avec peu de portée, on reste avec une loi de financement de la sécurité sociale qui se répète, qui est un copier-coller depuis quelques années, avec toujours les mêmes postes. On modifie un peu les montants, mais c'est quasiment à la marge. Même le plan Valls, de ce point de vue-là, n'est pas radicalement différent. Donc voilà, une espèce de contradiction. Au fond, on gère quelque chose un petit peu à la marge, tout en ayant un diagnostic sur l'idée qu'il faudrait tout changer. Donc qui a raison? Est-ce que c'est le diagnostic qui est trop pessimiste? Est-ce que c'est la solution politique qui manque de courage, qui manque de vision, qui manque de souffle? C'est un petit peu ça qu'on aimerait débattre avec vous, voir un petit peu qu'est-ce que la France attend de son système de santé? Est-ce qu'au fond, elle en est plus contente qu'elle ne le dit? Et dans ce cas-là, tout va bien, moyennant des ajustements. Ou est-ce que réellement, la crise financière, le déficit, les inégalités qui croissent, la non-productivité du système, les dépenses excessives par rapport au reste, la domination corporatiste des professions de santé, l'impossibilité de réformer, font qu'on est réellement face à une équation qui nécessite vraiment de briser, en quelque sorte, les choses et les tabous. Donc, on va dessiner un système. C'est pas nécessairement facile de dessiner un système. Dans le dessine-moi un mouton, mais dans le roman, enfin dans le conte de Saint-Exupéry, il n'arrive pas à dessiner le mouton, puisqu'il le dessine 2 ou 3 fois, et après il fait une caisse et il dit ton mouton, le mouton est dans la caisse, débrouille-toi, mais au fond, donc c'est pas nécessairement facile d'aboutir au mouton. On a deux au dessin. On a deux parties, deux représentants éminents de l'hospitalisation publique et privée, Christian Ledorz, Vitalia, Philippe Domy, l'ensemble des CHU de France, 30 ou 32, 33, 34, je ne sais plus, 32. Et puis deux politiques, Jean-Louis Touraine, qui est député, et puis un sénateur. Alors, depuis hier, on me dit t'as pas de chance avec ta table ronde parce que Gérard Larcher est pris par les élections, il est sur le terrain, il ne viendra jamais. Et puis finalement, il est là. Donc, merci et bravo de braver en quelque sorte ou de trouver du temps en dépit des circonstances électorales. On commence par l'hôpital, on commence par le Christian, non, moi je préfère commencer précisément par la charge. Qu'est-ce qui va pas? Comment tu dessinerais le système? Est-ce que tu referais un système? Est-ce que dans le système idéal, l'hospitalisation privée a sa place? Est-ce que dans l'idéal, elle devrait participer à un service public hospitalier avec une différente variété de statuts, privé, public, privé à but non lucratif? Est-ce qu'on organiserait les statuts des personnels différemment selon les secteurs? Est-ce qu'on régulerait différemment selon les secteurs? Comment aurait-on dû faire et comment faudrait-il faire pour que les choses aillent un petit peu mieux, Christian? Je pense que déjà, il faut se dire qu'on a fait pas mal. Il
faut pas non plus être trop catastrophiste et autres. Ce qui est vrai, c'est que ce système de santé qui a été fondé en 1945 a des atouts majeurs, a des fondamentaux, je dirais, que moi je souhaite défendre. Et c'est justement parce que je souhaite que ce système de santé perdure que je pense qu'il faut non pas seulement le réformer, mais le refonder. Je pense qu'une énième réforme ne suffira pas et nous avons trop souffert de réformes comme ça, de rapports, de livres blancs, de commissions, de comités. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire en préambule, c'est que je pense qu'on n'en est plus au stade du constat. On ne va pas trop faire de constat. On est tous d'accord à peu près sur le constat. Il y a des petites variantes, mais sur la situation, sur l'état de ce système de santé aujourd'hui, que ce soit sur le plan des usagers, sur le plan médical, des professionnels de santé, sur le plan financier, économique, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. On va commencer à être toujours à peu près d'accord, mais il va commencer à y avoir des divergences sur qu'est-ce qu'il faut faire. Il va y avoir malheureusement des divergences parce qu'on a un historique qui fait qu'on a mis beaucoup de politique dans ce système de santé, on a mis beaucoup d'enjeux, des enjeux locaux, des enjeux sociétaux, et on n'a peut-être pas assez limité notre système de santé à ce qui devrait être sa mission principale, c'est-à-dire bien soigner les gens, bien les prévenir de maladies, les éduquer sur le plan thérapeutique et avoir des indicateurs de santé publique qui soient meilleurs. C'est ça, après tout, le système de santé. Ça sert à ça, principalement. Donc, je pense qu'il faut s'axer là-dessus. Moi, ce que je voulais dire, la difficulté qu'on a, c'est qu'on va peut-être pas être tous d'accord sur ce que c'est que l'efficience. On nous dit, redessine-moi un système efficient. Équitable, mais peut-être que toi, Claude, efficient. tu vas trouver que quelque chose est efficient, et moi, je trouverais que ça ne l'est pas assez. Donc, il y a déjà une variabilité de l'appréciation de l'efficience. Peut-être qu'avec un directeur de CHU, on ne va pas être tout à fait d'accord sur ce qu'est une structure d'hospitalisation efficiente. C'est possible qu'on soit pas tout à fait d'accord. C'est quoi pour toi l'efficience ? C'est possible qu'on soit... Pour moi, l'efficience, elle doit être médico-économique. Elle doit d'abord être médicale en premier, ça c'est ma formation de médecin. Donc il faut d'abord penser à l'efficience médicale. Moi j'ai toujours considéré que si l'efficience médicale était là, l'efficience économique suivrait, pour peu qu'on s'en occupe. C'est-à-dire que pour moi la qualité d'un projet médical, la qualité d'une organisation médicale, des équipes médicales et autres, fait que la structure est performante. Alors après il faut qu'elle soit bien gérée. Mais bien gérer une structure, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. C'est pas ce qu'il y a de plus dur. Donc, il faut qu'on tombe d'accord sur ce qu'est l'efficience. La deuxième chose qui va être un problème, c'est que pour être efficient, il faut une efficacité des outils, des organisations, mais il faut une efficacité des acteurs. Et le problème, c'est qu'en France, on a une méfiance générale vis-à-vis de l'efficacité. Tu ne peux pas t'imaginer le nombre de fois où on me demande, moi, mais monsieur Ledors, pourquoi vous réorganisez votre groupe pour être efficace ? Parce que derrière la volonté d'être efficace, on se demande, mais pourquoi il veut être efficace ? Pourquoi il veut être efficace ? Et on arrive toujours, bien sûr, à l'argent. On arrive à... S'il veut être efficace, c'est pour gagner de l'argent. Oui. Non, on peut être chef d'entreprise et avoir envie d'être efficace pour créer une belle entreprise où les clients soient contents, les professionnels de santé qui y travaillent soient heureux et nos collaborateurs épanouis. Et puis si en plus il y a un bon résultat économique, tant mieux. Mais on peut avoir une vision plus large de l'entreprise quand même que la seule vision du résultat financier. Enfin, moi, c'est en tout cas ma vision. Alors, maintenant... Ce système hospitalier, je crois que ce qu'il faut, il faut l'améliorer, nous. Je pense que nous avons la chance d'être dans un pays où la diversité, pour moi, est une richesse. C'est-à-dire que nous soyons le système européen où clairement le secteur privé a le plus haut niveau de représentation en termes d'activité et en termes de présence. Moi, ça me convient bien, je voyage pas mal, et je trouve que ce système à deux pieds, avec un hôpital public qui a ses missions principales, et notamment en plus la formation et la recherche, et puis un secteur privé qui soit présent tous les deux sur une offre de soins, moi ça me paraît très bien. Je pense qu'il faut donner plus de liberté. Au privé, au public ? Aux deux. Il faut l'hôpital public, il faut vraiment le libérer. Donc moi je suis pour une approche régionale, mais je suis pour une plus grande autonomie des ARS. Les ARS n'ont pas assez d'autonomie vis-à-vis des élus. Moi j'ai été très déçu par les contraintes persistantes au niveau des ARS des élus, sur des décisions à prendre notamment au niveau de l'hôpital public, et ça je pense que c'est un vrai problème. Donc il faut une organisation régionale assez libre, autonome du pouvoir central, politique. Avec coordination privé-public. Alors ensuite, donc on est au niveau régional, ensuite il faut organiser une offre de soins graduée. Les Français veulent à la fois de la proximité et de la spécialité. Ça, on peut le faire qu'avec une offre de soins graduée, c'est-à-dire des pôles de proximité et qui soient reliés en réseau avec des pôles de référence d'hyperspécialité. Donc, c'est un réseau. Et dans ce réseau, la mission va primer sur le statut.
C'est-à-dire que moi, je suis pour les coopérations, je suis pour les partenariats, et on ne dit pas quelqu'un a le droit de faire ça simplement parce qu'il est de statut public. Non, ça ne suffit pas. Et on ne dit pas celui-là n'a pas le droit de le faire parce qu'il est de statut privé. Voilà. Alors, on reviendra là-dessus. Alors Philippe Domy, là on est directement dans le débat. Premièrement, c'est quoi l'efficience pour vous? Est-ce que l'hôpital public, par nature, n'a pas à être efficient? Il a à être éventuellement efficace, mais pas trop efficient si l'efficience inclut cette dimension économique. Moi, je me suis fait agresser dans des colloques par des personnels hospitaliers en disant on n'a pas à être efficient, c'est pas notre problème, nous, on sert la population, l'efficience économique, on s'en fiche. Deuxièmement, plus d'autonomie pour l'établissement. Et puis, est-ce que vous vous voyez en concurrence, en complémentarité, en partenariat, comment organiser un petit peu ces rapports au plan régional, puisque je crois aussi que vous soutenez l'idée d'une plus forte autonomie et régionalisation des établissements. Oui, peut-être deux préalables qui vont permettre de voir qu'on n'est pas si distant et éloigné des principes de solution salvateurs pour notre système. D'abord, on a un débat un peu surréaliste. Dessine-moi un système de santé comme si on était en perdition. Il m'arrive, en raison de mes fonctions, de recevoir beaucoup de délégations étrangères et aussi de beaucoup voyager. On a plutôt, dans le regard de nos interlocuteurs, la vision qu'eux nous considèrent comme étant près du Graal, et c'est vraiment l'orientation qu'il faut suivre. Donc je pense qu'il faut mesurer l'appréciation. Et on le voit au travers de deux éléments, d'ailleurs qui n'avaient pas été compris dans les années 2000 quand l'OMS avait fait son classement des systèmes de santé. D'ailleurs, les hospitaliers avaient compris qu'il s'agissait du classement des hôpitaux. Et on avait dit on a le meilleur hôpital en France, c'est le meilleur hôpital du monde. Parce qu'il ne s'agissait absolument pas de ça, mais des systèmes de santé. Pour deux raisons. Nous sommes le seul pays qui combine la liberté de choix de son établissement de traitement et de son médecin sans aucune sanction sur le coût de la prestation, ni sur son état patrimonial et ses revenus. Partout ailleurs, soit vous avez la liberté de choix, mais vous avez plutôt intérêt à avoir une carte bancaire qu'une carte vitale, soit c'est gratuit, mais vous n'avez aucune liberté de choix. Alors dans un système de santé à dessiner, ça je pense que c'est un premier pilier à absolument pérenniser. Oui, ça, il ne faut absolument pas revenir dessus. Ouais, sauf que l'alliance, sauf que précisément, ce qu'on dit souvent, c'est que cette alliance d'une solvabilisation des dépenses et d'une liberté des acteurs est le mécanisme inflationniste du système. Le système est inflationniste précisément parce qu'il donne beaucoup de liberté et qu'il est assez gratuit d'un côté, et que de l'autre, tout est socialisé. Donc voilà, est-ce que c'est pas précisément là qu'on sauvegarde ça? Il n'y a pas de dynamique s'il n'y a pas de liberté. Et le deuxième pilier de notre système qu'il faut absolument pérenniser, c'est le dispositif qui est le nôtre d'offre concurrentielle. C'est inscrit dans la loi depuis un temps récent. Je crois qu'il n'y a pas de liberté de choix s'il n'y a pas véritablement une concurrence et une offre plurielle. Et surtout, il n'y a pas de qualité de l'appréciation s'il n'y a pas une émulation entre les opérateurs et qui obéissent à un phénomène concurrentiel. Ça, je crois que ce sont les deux vertus cardinales de notre système. Et l'hôpital public, pour ce qui le concerne, a totalement sa partition à jouer. Alors, opposer efficience et concept d'hôpital public, ça, c'est le type même du sophisme. Enfin, je veux dire, s'il y en a qui sont condamnés à réussir, qui sont condamnés à promouvoir l'excellence, qui sont condamnés à être réactifs, c'est bien les hospitaliers publics, pour une bonne et simple raison, c'est qu'à la différence des établissements privés, ils ne rémunèrent pas un actionnaire, et par conséquent, ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre, et cet actionnaire qu'ils ne rémunèrent pas, alors d'aucuns disent qu'en fait, l'actionnaire de l'hôpital, c'est le déficit de l'assurance maladie, dont nous fêtons le continuum depuis 1974 aujourd'hui, ça fait 40 ans que ça dure. Donc je pense qu'on a quand même une contrainte extrêmement forte qui pèse sur nos épaules, étant entendu que bien évidemment l'hôpital, ça ne représente pas l'ensemble des dépenses de soins, mais c'est quand même un élément princeps et visible. On l'a vu dans la table ronde précédente, et je renvoie aux chiffres que citait Frédéric Van Roekegen. Donc tout ça pour vous dire que lorsqu'on sert l'intérêt général, lorsqu'on sert les missions de service public qui sont les nôtres, l'accueil des urgences, l'administration de soins dans les meilleures qualités possibles,
et en référence aux facultés contributives du corps social qui met à disposition ces moyens au travers de l'assurance maladie. Lorsqu'on a cette responsabilité-là, on a un devoir d'efficience, on a un devoir de productivité et on a un devoir d'excellence. Et donc les hospitaliers publics ont un devoir de performance et de pertinence. C'est comme ça qu'il faut l'analyser. Est-ce que ce devoir passe par la fermeture d'établissements ? Bien sûr, et la réduction de certains établissements. Lesquels ? On a une offre. Écoutez, j'allais dire, tout le monde est éligible, dès lors qu'il est en dehors de la performance exigée par le corps social. On a aujourd'hui une situation figée. Christian Ledors le rappelait, je partage tout à fait son analyse là-dessus. On sait tous qu'on a une part d'offre de soins qui n'est pas pertinente. Je suis moi-même confronté à cette situation dans quelques directions communes qu'on m'a demandé d'assumer dans la région voisine. Chacun voit ce à quoi je fais allusion. Ça défraie la chronique depuis... Ça défraie la chronique depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on n'arrive pas à ce que le pouvoir central mette au pas les pouvoirs publics locaux, avec soit des conjonctions d'étiquettes politiques, soit des disjonctions. Rien n'y fait. Donc, je crois que là, on a un véritable problème à régler, et la responsabilité n'échoit pas aux responsables hospitaliers, elle échoit, excusez-moi, monsieur le sénateur, monsieur le député, elle échoit aux responsables politiques. Je crois qu'effectivement, il faut sortir de l'émotion, entrer une bonne fois pour toutes dans la raison, et les expériences montrent que lorsqu'on a un langage clair et qu'on explique les choses techniquement et de manière accessible aux profanes, le citoyen, bien évidemment, prend les bonnes décisions lorsqu'il vote. Donc je crois qu'il ne faut pas se limiter, sur ces enjeux. Juste deux petites choses. Je ne peux qu'adhérer à ce qui vient d'être dit. Malheureusement, ce qui vient d'être dit, c'est pas ce qui se passe. Bien sûr. C'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, à l'hôpital public, tous les hôpitaux avaient nécessité de revenir à l'équilibre, de retour à l'équilibre. Moi, je constate une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est la prime au mauvais. Le bon directeur d'hôpital, pour moi, et c'est pas facile, qui a pris le soin de prendre du temps avec ses syndicats de personnel, avec ses médecins, pour réorganiser son hôpital, pour revenir à l'équilibre, il n'est pas récompensé, celui-là, dans l'organisation hospitalière. C'est le mauvais directeur qui est récompensé. Pourquoi ? Parce que celui qui a un déficit en fin d'année, tous les ans, son déficit, par une seule ligne, on lui comble. Et il n'y a pas de sanction. Donc moi, je suis pour une responsabilisation des acteurs, notamment des gestionnaires, que ce soit les directeurs d'hôpitaux, de cliniques. Mais moi, je peux vous dire qu'un directeur de clinique qui n'est pas bon et qui ne fait pas le travail, il ne reste pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas la sanction. Donc c'est la prime au mauvais aujourd'hui. Ça c'est clair. Donc on a quand même un vrai problème avec ça, avec cette incapacité. Un mot là-dessus et ensuite on passe au système. Toute révérence gardée, je dirais que c'est quand même une vision un peu caricaturale des choses. Si je prends la situation des directeurs généraux de CHU, par exemple, qui ont quand même un secteur de responsabilité parmi les plus significatifs, il y a un turnover. Je rappelle qu'ils sont révocables ad nutum quotidiennement. Et nous, on n'attend même pas la rubrique du journal officiel du mercredi midi. Donc ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. Deuxième chose, le déficit hospitalier. Le déficit hospitalier, il faut quand même en avoir une analyse objective. Une bonne partie du déficit hospitalier est liée au fait qu'on met à charge de l'hôpital public un certain nombre d'activités qui ne lui échoient pas. Je reprends l'expression de Jean-Pierre Dor tout à l'heure, c'est le seul endroit maintenant dans la société où la lumière éclaire 24 heures sur 24. Et je ne vais pas faire dans le misérabilisme, mais lorsqu'on interroge, et ce n'est pas au niveau des ARS, mais lorsqu'on interroge nos tutelles, c'est bien au-delà, la réponse est « mais de toute façon, débrouillez-vous », c'était dans les tarifs. Oui, ce qui fait qu'on peut s'honorer en France d'avoir des tarifeurs géniaux, puisqu'ils anticipent quelquefois des choses qui vont se passer dans 2 ans, mais qui sont déjà à la charge des établissements hospitaliers. Donc là, je pense qu'il faut savoir raison garder. Moi, je suis tout à fait disponible pour qu'on regarde de près quelles sont les raisons du déficit hospitalier. Cela dit, il y a une offre excédentaire, il faut la réguler et il faut avoir le courage de restructurer l'offre hospitalière. Précisément, Jean-Louis Touraine, est-ce que les politiques sont réformistes à Paris?
Paris, conservateur dans la circonscription. Est-ce que les hôpitaux qu'il faut fermer quand ils sont, avant qu'ils prennent le TGV, ils deviennent un patrimoine local à préserver une fois arrivés à destination? Est-ce qu'il n'y a pas double jeu, double langage, disons, des élus, les élus que vous êtes, élus locaux, premièrement, et deuxièmement, par rapport à, disons, à ce système idéal, quelle serait un peu la vision que vous avez en tant que médecin, professeur, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme caractéristique noble dans le système? Le système idéal, bien sûr, on y aspire tous, mais obligatoirement, et pas seulement pour les politiques, il faut qu'il y ait un certain niveau d'acceptabilité. Système idéal qui serait imposé envers et contre tous, contre les électeurs, mais aussi contre les professionnels de santé, n'aura aucune chance de bien se développer. Donc, il est clair que les élus, mais aussi les professionnels de santé, ont tendance un petit peu à apporter quelques nuances. Tout à l'heure, il a été fait référence à ce rapport de 2000 de l'OMS. Oui. C'était un rapport sur la santé dans le monde. Vous vous souvenez que le titre de ce rapport, c'était « Pour un système de santé plus performant ». Oui. La France avait été classée en tête des pays développés, ce qui voulait dire qu'en France, on pouvait avoir des soins de qualité offerts de façon égale, relativement égale. Bon, en réalité, c'était en théorie égalitaire, en pratique, on l'a déjà bien discuté hier, c'est beaucoup moins égalitaire que ça, mais il n'empêche que cela veut dire que notre système a des vertus, des qualités, et qu'il ne faudrait peut-être pas tout vouloir évincer, même si on veut dessiner quelque chose de différent. Certes, il ne s'agit pas seulement de replâtrer l'existant, il faut décider quelque chose de différent. On en a tous bien conscience. Dans ce rapport d'ailleurs de l'OMS, ce qui était privilégié, ce n'était pas la rationalité, c'est-à-dire c'est pas savoir si l'argent investi dedans rapporte la meilleure santé, c'était plutôt est-ce que la liberté offerte aux praticiens, aux patients, l'autonomie, tout ça était bien respecté. Ça faisait partie des critères. Voilà. Il y avait une dizaine de critères avec un classement par critères et une synthèse. Alors, coût, efficacité, et puis effectivement toutes les libertés possibles offertes à la fois aux patients et aux professionnels. La France était classée sur aucun poste numéro 1 et elle tirait sa place du fait qu'elle était bien partout. Voilà. C'est la combinaison de facteurs plus que l'excellence dans un domaine qui crée la vertu de notre système. Alors, il faut bien qu'on ait tous conscience que notre système, il n'a pas été pensé a priori. Non. Il n'y a eu que le Conseil national de la résistance qui a pensé, qui a réfléchi et qui a élaboré. Mais après, ça a été replâtré, aménagé, on a tenu compte d'opportunités, de hasards, de compromis, etc. Mais on ne peut pas dire que ça a été pensé en tant que tel. Et donc, on a une association originale, ça a déjà été dit, qui est bénéfique, dont on se glorifie tous. Pour autant, ça n'a pas été pensé en tant que tel. Donc, contrairement au NHS en 1948. Tout à fait. Ou voire même l'Espagne, qui ensuite, après la dictature en Espagne, a adopté un système aussi à la Beveridge, en définitive. Bon, quoi qu'il en soit, nous avons ce système. Le menacer complètement, vouloir le faire casser totalement, comporterait des risques de perdre tout le bénéfice. Donc, cherchons les points les plus importants où il y a des économies à générer. Bon, le premier point qui me paraît à réfléchir, c'est qu'on n'a pas d'unité de direction dans notre système. Je ne parle pas de la dualité publique-privée que chacun veut respecter. Mais notre système, avec une hiérarchie, est assez coûteux, puisque vous savez qu'il y a deux pilotes qui n'ont pas les mêmes objectifs, pas strictement les mêmes objectifs, et dont les missions sont incomplètement définies. L'État, l'assurance maladie. Le premier, principalement tutelle pour les hôpitaux, notamment publics. Le deuxième, principalement pour la médecine de ville. Pour le médicament, c'est un copilotage. Enfin, ce système-là demandera à être un petit peu éclairci, faute de quoi il y a évidemment des... Et vous seriez pour un établissement, une agence nationale de santé, un rapprochement au niveau national de ce qu'on a fait au niveau régional, quelque chose, une évolution pour mettre fin à cette hiérarchie je ne serais pas pour la supprimer, je serais pour améliorer sa coordination. Parce qu'actuellement, il y a des doublons et des pertes d'argent qui sont parfois superflues et des décisions qui sont délicates. L'assurance maladie dépend de directives énoncées par le gouvernement et doit les assumer, ce qui n'est pas très confortable si elle n'a pas participé à leur élaboration. Réciproquement, le gouvernement est censé avoir la main sur des leviers, mais qui en réalité ne sont pas maîtrisés. Prenons que l'exemple des données de santé, par exemple. Bon, il y en a d'autres exemples. Donc moi je pense que ce système-là demande à être réfléchi.
différemment pour être meilleur. En fait, il n'y a pas une seule hiérarchie, en fait, il y a une trilogie, parce qu'il faut y ajouter aussi, évidemment, l'ensemble des soignants, au premier rang desquels les médecins, et puis la quatrième partie, c'est le patient qui est le plus important, c'est quand même pour lui que tout est fait, et depuis, heureusement, la loi sur les droits des malades, ça représente quelque chose d'important dans l'édition. Mais je voudrais aussi dire... On a parlé des patients de la table ronde, oui, voilà. Je pense que c'est le plus important. Il n'empêche que d'entre ces 4 composants, il n'y a pas un a priori de confiance entre eux. Non. Pour ne prendre que l'exemple des médecins, on va dire qu'il y a une suspicion permanente vis-à-vis de l'État. Didier Tabuteau fait remonter ça à la création des officiers de santé. Donc c'est pas d'hier, mais en tout cas, ça perdure dans la mémoire collective. Il y a une suspicion dès que quelque chose vient de l'État et est proposé aux médecins. Donc il y a effectivement... Et une suspicion identique entre les médecins et les caisses d'assurance maladie dans le peut-être pas la même, je dirais pas identique, mais il y en a également une autre aussi. Peut-être plus faible. Plus faible. Ouais. Il y a plus de complicité. Il y a parfois une complicité. Ouais. Mais ce n'est pas non plus une confiance totale. Donc voilà, il y a ces différents problèmes. Donc évidemment, il faut bien y mettre un petit peu d'imagination dans le dessin que vous appelez de vos voeux, même si c'est pour dessiner une caisse plutôt qu'un bouton. Quoi qu'il en soit, ce système, bien sûr, c'est avec notre raison qu'on va l'élaborer, mais faisons attention, ça ne sera pas que rationnel. Il n'y a aucun exemple où seule la raison gouverne dans l'élaboration des décisions dans les organisations. Il y a une part autre. Ça nous a été rappelé tout à l'heure de façon humoristique par Éric Orsenat dans sa conclusion, qui en fait était en définitive la reprise de l'éloge de la folie de Erasme. Hein, et si on le relit bien, on voit à quel point nos organisations doivent être basées d'abord sur un élément rationnel, mais ont toujours une part qui provient soit de l'émotionnel, soit de la fantaisie, lui-même allait jusqu'à la folie. Bon, peut-être c'est beaucoup dire. Quoi qu'il en soit, notre système ne peut pas être qu'un élément froid, rationnel, faute de quoi il n'aura pas une adhésion et donc une appropriation par tous les acteurs. Moi, je voudrais juste dire quelques mots sur des choses concrètes maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait si on voulait assez vite avoir un peu plus... Supposons que vous soyez au gouvernement, par exemple, que vous ayez la majorité en France. Par exemple. Et qu'on ait les uns et les autres, bien sûr, des amendements à proposer dans la prochaine loi de santé. Par exemple. Voilà. Alors, premièrement, c'est déjà largement engagé, réfléchissons davantage aux alternatives au paiement à l'acte ou à la tarification d'activité. Je ne dis pas pour tout, mais pour une bonne partie, hein, compte tenu du fait que maintenant, une grosse partie des dépenses, c'est pour des maladies chroniques, des affections de longue durée. Donc, le parcours de soins, cette médecine de parcours, le parcours de santé même, mérite autre chose. Parce que le paiement à l'acte ou la tarification d'activité sont inflationnistes, par nature même. Ils sont inflationnistes, donc ça génère des coûts et ça génère de la iatrogénicité. Quand on voit que l'on veut mettre davantage de pertinence, et il y en a beaucoup à faire, la HAS y contribue, la marge est importante. C'était en 2012, donc presque hier, qu'une enquête auprès des médecins avait révélé, et c'était les médecins eux-mêmes qui le disaient, 30% d'actes injustifiés. 30% d'actes injustifiés. Donc un coût et aussi parfois certains éléments dangereux d'actes inutiles. Donc c'est quand même quelque chose qui mérite là vraiment un effort concret. Deuxièmement, T2A et voilà. Pas malade. Deuxièmement, je mettrais... on a parlé du pilotage, je ne vais pas y revenir, mais je développerai beaucoup, parce qu'on est en retard dans notre pays, tout ce qui est prévention, tout ce qui est santé publique, tout ce qui est, on va dire, transparence, tout ce qui est accès aux soins, éducation à la santé, donc accès aux données tout ça, ça va ensemble. Pour moi, c'est une chose qu'il faut développer ensemble si l'on veut avoir par une régulation qui n'est pas qu'une autorégulation, hein, qui sera aussi, acceptons-le, une part de régulation par les tutelles, mais aussi une autorégulation lorsque tout sera transparent. J'ajouterai également un point qui est la meilleure adéquation indispensable entre la formation et la répartition des professionnels et les besoins. Pour l'instant, dans ce système-là, les choses se font au hasard un petit peu, et il est clair que ça génère des surcoûts à certains endroits et des insuffisances d'accès à des soins dans d'autres endroits. Sans avoir un système ultra-dirigiste, il faut qu'il y ait au moins des efforts renforcés pour une adéquation qui permettrait de satisfaire. Ce qui veut dire qu'on abandonnerait un petit peu la liberté totale d'installation, qu'on la modulerait. Non, mais la liberté totale est un leurre.
toute notre discussion d'aujourd'hui, c'est ça. C'est la question de la liberté. Il a bien choisi, Guy Valencien, ce mot. La liberté absolue, on le sait bien, génère des effets néfastes. Bien sûr, il faut la liberté, on y est tous attachés. Il faut le plus possible de liberté. Mais la liberté absolue est au détriment de l'égalité d'accès. Elle est au détriment de l'efficacité. S'il y a une liberté totale, chacun peut décider d'actes inutiles. Et donc, si on veut avoir un équilibre, c'est un équilibre. Comme dans notre triptyque républicain. Si on a mis à côté de la liberté, l'égalité et la fraternité, ça a un sens. C'est pour dire que la liberté doit être totale jusqu'à la limite où elle entraverait l'équité, l'égalité et la fraternité. Et là, c'est la même chose. La liberté doit être matinée, si je peux dire, d'égalité, d'efficacité en termes de coûts, donc d'investissement et de résultats obtenus. Alors, on suit votre plan, coordonner mieux l'État et la caisse d'assurance maladie, moduler les rémunérations, mettre plus de mixité de rémunération, sortir du tout paiement à l'acte. On est quand même un peu sorti aujourd'hui, largement. Le tout T2A, on n'a jamais été vraiment dans le tout T2A. La T2A, ça n'a jamais été que 65% des ressources. De même qu'on n'a jamais été dans le budget global. De même qu'on n'a jamais été complètement dans le budget global. Ouais. Mais enfin, disons, moduler, diversifier et introduire de nouveaux concepts de rémunération à performance, de rémunération... Les NMR, les nouveaux modes de rémunération, etc. Et puis développer la prévention et l'éducation pour la santé. Et quatrième axe, adapter les besoins locaux au plan régional, avec les ARS qui géreraient à la fois les disponibilités, les formations, etc. Organiser au plan, mettre fin au grand chambardement des étudiants qui passent d'une région à l'autre, etc. Et en plus, je pense que ça sera pas mal avec la nouvelle taille des nouvelles régions. Oui, qui change beaucoup de choses et qui va amener d'ailleurs dans les ARS à fusionner parce qu'il va falloir faire une ARS avec 3. On est reparti pour 2 ans de on aura du travail, mais ça sera une taille qui permet de faire des choses. Juste 30 secondes en écho à ce qui vient d'être dit. Il y a beaucoup de confusion sur la conception de la liberté, mais il y en a aussi sur l'exercice libéral de la médecine. Moi, je ne considère pas que l'exercice de la médecine en France aujourd'hui soit profondément de nature libérale. Je ne connais pas une profession libérale autre qui aurait la garantie de la solvabilité de sa clientèle. N'oublions pas qu'on a une socialisation du risque et qu'aujourd'hui, 99,9% de la population qui recourt au système de soins est couverte par l'assurance maladie. Oui, ça veut dire, d'ailleurs, au passage, que puisqu'on doit dessiner un système de santé, il serait sain que l'assurance maladie se borne à gérer le risque, c'est son métier, et que l'État se borne à définir la politique de santé et régule, et qu'on fasse appel à des opérateurs, pour ce qui nous concerne des opérateurs hospitaliers de statut divers, qui, eux, ont la charge de l'exécution de cette politique, pour la part de compétences qui est la leur, et en ce qui concerne l'hôpital public, à l'expérience, je suis de ceux qui considèrent que son statut de droit public aujourd'hui est une entrave. Et d'ailleurs, le sénateur Larcher, qui a été président de la Fédération hospitalière de France, dans une étude qui a beaucoup contribué pour les parlementaires à définir les éléments de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, avait proposé qu'on envisage favorablement une évolution du statut de l'hôpital public vers un équivalent de ce qu'est le statut des établissements de santé privés dits d'intérêt collectif. Pour que nous puissions justement sortir des procès d'intention qui nous sont faits en permanence par l'hospitalisation privée, moi, je pense qu'on doit lutter à armes égales. On est aujourd'hui dans un système... Mais si, on est aujourd'hui dans un système... On est sur un terrain de football. Et on n'a pas les mêmes règles. À droite, il y en a qui jouent au rugby. À gauche, il y en a qui jouent au volley. Et l'arbitre est un arbitre de handball. C'est ça le problème de notre système. L'arbitre, il a quand même le maillot d'une équipe. Et quelquefois, l'arbitre... Et je crois que l'arbitre est partial. L'arbitre, il n'est pas très neutre. Excuse-moi, quand on voit le futur projet de loi de santé, si l'arbitre, il n'est pas très neutre. Moi, je veux bien un arbitre neutre demain matin. Même si c'est un homme, même si c'est une femme. Et sur la... Et sur la médecine... Je voulais juste dire, si les médecins sont solvabilisés,
Mais ils ne sont pas du tout en exercice libéral, parce qu'ils ont une autre contrainte qu'on a nous aussi établissement. On est le seul pays au monde, même pas en Corée du Nord, où on est régulé à la fois sur nos prix et nos volumes. Je ne connais aucune activité économique qui est régulée sur les deux. En général, on régule un des deux, c'est l'un ou l'autre. Et nous, on est régulé sur les deux, ce qui est absolument... Ça vaut pour nous tous. La production laitière. Voilà. Ça vaut pour nous tous. Sur la médecine libérale en France, c'est une médecine libérale conventionnelle, depuis le début. En 1945, départementale, régionale, nationale depuis 1970, et on a cessé d'élargir le domaine conventionnel. Donc aujourd'hui, ça a toujours été une médecine libérale dans un cadre conventionnel qui est la contrepartie assumée par les syndicats de la socialisation des dépenses. Enfin, ça, c'est sur le plan. Gérard Larcher, les 4 pistes développées par Jean-Louis Touraine, elles vous vont? D'abord, je voudrais, puisqu'on nous demande de faire un dessin, faut-il 4 pistes? D'abord parce que je suis vétérinaire, je ne dessinerai pas un mouton. Directement à la caisse. Ça, je connais. C'est en plus un petit ruminant et qui prend donc un certain temps à restituer son bol alimentaire. Et si vous le voulez, j'aurais plutôt la pratique de Léonard de Vinci, ce qui est un peu présomptueux, mais comme je préside le château de Chambord, je m'inspire de l'escalier à double révolution, où on peut monter et descendre en se croisant et essayer de trouver la synthèse. D'abord, la feuille de papier, elle n'est pas vierge. Et jusque-là, je n'ai pas entendu parler... on vient de parler fort heureusement de la médecine libérale, parce que hôpital privé, hôpital public, mais il y a un quadrillage de santé qui est fait de libéraux et parfois d'organisations mutualistes ou communales sur le territoire. Puis la deuxième des choses, c'est qu'il y a eu les ordonnances de 58. Oui, et le rapport, mot qui n'a pas été prononcé, Si. et qui est un acte fondateur encore plus que le Conseil national de la résistance de l'organisation hospitalière. Et quand on voit le rapport qui a été fait par le professeur Debré aux politiques, c'est un rapport qui fait moins de 10 pages, ça n'est pas un énième rapport, c'est un rapport qui fixe un certain nombre d'orientations et qui d'ailleurs nous fonde aujourd'hui dans un équilibre spécifique que j'ai considéré toujours comme utile, public, privé, libéral. Imaginez, dans un vieux pays qui a un fonds marxiste comme la France, qu'on n'ait été que public. Je ne suis pas certain que nous ayons eu un public de la qualité qu'il a aujourd'hui. Et donc, le privé a joué un rôle de stimulateur, de stimulus, me semble-t-il, de même que le public, par l'éthique et la qualité, a joué un rôle de régulateur indirect d'un système privé. Et donc, je pense que nous avons un système qui tient la route, qui aujourd'hui a tenu la route pendant 55 ans, mais qui doit aujourd'hui relever les défis des 50 ans qui viennent. Et c'est sans doute le rendez-vous que nous avons. On a un défi financier, c'est évident, parce que quel que soit le côté où on est, je vois des députés et des sénateurs qui sont là et qui s'intéressent beaucoup. Je vais en profiter pour faire ma pub, n'est-ce pas? Le sénateur Hérisson ou Catherine Deroche, j'ai vu Jean-Pierre Daud tout à l'heure. Hein? Oui, j'en profite pour faire ma pub. Mais ce que je veux dire, on est face à un défi financier, quand même. On ne peut pas avoir un discours sur la maîtrise de la dépense publique, qu'on soit dans la majorité, dans l'opposition, et dire « c'est pas pour moi ». On l'a dans les collectivités territoriales, on l'a dans le domaine de la santé. Où est-ce qu'on trouve 10 milliards? Première chose. En même temps, on a le défi du vieillissement croisé avec le progrès. Et le progrès coûte encore plus cher que le vieillissement. Avec, dans les 45 ans qui viennent, une croissance de 80% de ceux qui auront plus de 60 ans. Et donc, avec des effets, j'entendais Frédéric Van Rockeghem, une partie de la corde diabétique appartient à ma génération. J'allais dire, elle a un coût. Moi, je n'en suis qu'à la metformine depuis longtemps. Mais enfin, ça me permet de me maîtriser. La troisième des choses, c'est l'exigence de la qualité des soins, qui est une exigence très forte et qui est une exigence naturelle. Et puis la question managériale, c'est pas vrai. Nous n'avons pas de management en l'état actuel, et je reviendrai sur les tentations françaises. Être directeur du centre hospitalier de Rambouillet, c'est une incapacité de manager les plus grands postes, et notamment les postes de dépenses. Il vous arrive des décisions, et ces décisions, vous devez les exécuter, ou vous devez, pour la Fédération hospitalière privée sans but lucratif, avoir une convention collective qui a été signée à une époque, qui est une autre époque, et dans laquelle la question du temps de travail, l'hôpital public, mais aussi une partie de l'hôpital privé, ne s'en est pas encore remis. C'est ça, la réalité. Et j'ai été quelqu'un favorable au partage du travail à une époque. Je vous dis qu'aujourd'hui,
Nous ne pouvons pas nous en sortir si nous ne pensons pas une autre approche du temps de travail sur ces sujets. Alors, la difficulté. La difficulté, c'est ce matin, vous lisez, à côté d'un excellent article qui me concerne, dans Aujourd'hui en France, un sondage, les Français et la réforme. En même temps, la Fédération hospitalière de France, monsieur le Premier vice-président, a fait une étude qui montre que les Français seraient prêts à la réforme. Et ce matin, on voit bien qu'ils ont peur de la réforme, même s'ils la jugent nécessaire. Il va donc falloir un courage politique. C'est d'ailleurs le travail du Cercle Innovation Santé, j'en vois des membres ici, c'est-à-dire de dire à nous-mêmes, allez, mesdames, messieurs, il va falloir y aller. Il va falloir y aller, y compris, pas simplement dans les impopularités locales, parce que je trouve parfois un peu facile de dire que c'est sur les seuls élus locaux que reposerait l'absence de décision. Et il nous faut donc, sur ce sujet, éviter, il y a quelques petits exemples. Me semble-t-il, la tentation française. Vous savez, il y a à Sienne une peinture, j'évoquais la Joconde tout à l'heure plutôt que le mouton de Saint-Ex, une peinture qui est le bien et le mal. Et je vais essayer de vous parler du mal. Le bien et le mal, c'est d'abord cette tentation qui nous menace. Face aux difficultés, nous allons vouloir recentraliser. Nous allons vouloir mettre des tutelles. Nous allons avoir des pactes. Nous allons avoir des protocoles. Et au fond, ce sera de plus en plus le ministère qui décidera de ce supertanker dont la barre et le gouvernail ne permettent d'anticiper les coûts qu'à des dizaines de milles du port. Et en général, on rate le port. Et pour ne pas être le Concordia, il me semble important que nous naviguions différemment. Alors, je pense que les réformes, c'est bien sûr la question des rémunérations, je n'y reviendrai pas. C'est la question aussi du lien avec le territoire. Et dans la loi hôpital, on n'a pas été assez loin sur ce sujet, sur la question territoriale, mais puisqu'il y a débat sur la réforme territoriale, on voit qu'il n'y a aucun volet sur la santé dans la réforme territoriale. Et c'est sans doute un des éléments majeurs. J'ai écrit un papier il y a peu sur ce sujet. Il y a la question de la souplesse et de la coopération. Et je pense qu'il va falloir qu'on revienne à l'idée statutaire. L'idée statutaire, qui est d'ailleurs plus vieille que 58, parce qu'elle est née sous l'État français. Elle est née sous l'État français. Il nous faut impérativement, me semble-t-il, revoir cette idée statutaire avec, si nous voulons progresser, je m'adresse aussi à mon collègue député en face de moi, nous savons tous qu'il va falloir maîtriser les dépenses. Mais attention à ne pas aller dans la centralité au plus facile. Le gel de l'investissement. Alors que de l'autre côté, on nous parle de chirurgie ambulatoire. Pardonnez-moi, je ne sais pas transformer mes établissements, qui ne sont pas les miens, mais nos établissements, dans ce domaine, sans une part d'investissement. Et donc, l'investissement devrait être la contrepartie d'une forme de régulation territorialisée et non pas d'une régulation centralisée, parce que tout ça a échoué depuis bien longtemps sous tous les gouvernements, quelle qu'en soit la sensibilité. Et pour avoir fait ce rapport, il n'y a pas besoin d'un énième rapport, me semble-t-il. Nous savons les choses. Mais quand je vois dans le futur projet de loi qu'il y aurait un espèce de protocole de confiance entre le directeur et le président de la CME, j'ai tendance à penser que c'est le protocole pour la garde des enfants, ce qui n'a jamais conduit à l'épanouissement des ménages ou des anciens ménages. Je crois qu'il nous faut inventer l'hôpital différemment et qu'il faut imaginer que le public et le privé, ce n'est pas deux adversaires face à face, que la réponse de la coopération est une réponse extrêmement importante, que la réponse territoriale nécessitera, nous sommes le pays où il y a le plus d'établissements, à un moment d'apporter les réponses, mais nous ne réussirons rien si nous ne le faisons pas non plus avec les professionnels de santé qui sont sur le terrain. C'est, me semble-t-il, quelque chose d'indispensable. J'ai été trop long, monsieur Le Pen. Non, vous n'avez pas été trop long. Non, mais vous m'avez demandé de dessiner un bouton. Je ressors avec la Joconde, avec le bien et le mal. C'était au fond une peinture italienne. Alors, voilà. Encore un petit coup de pinceau sur le tableau. La réforme statutaire, il faut mettre à plat les statuts de la fonction publique hospitalière, il faut revoir ça, le statut des médecins, unifier les personnels médicaux, paramédicaux, administratifs. Il faut jusqu'où on va dans cette idée? Parce que ça, c'est quand même assez révolutionnaire.
on avait fait 3 propositions. Première des propositions, c'était progressivement de transformer le statut des établissements publics dans une possibilité d'avoir un statut comparable aux établissements privés sans but lucratif. Et donc d'y aller progressivement. La deuxième des choses, c'est que nous avions prévu et proposé un recrutement médical qui offre des capacités statutaires. Parce qu'une des réformes de 58, qui est une réforme importante, c'est l'apparition du temps plein. Ne l'oublions pas. Mais en même temps, pourquoi sous un même statut, sous un même chapeau, il y a là, me semble-t-il, des réponses à apporter. Pour le personnel, il en est de même. Mais avec l'expérience que nous avons vécue, j'ai le président de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications qui, depuis 20 ans, accompagne le changement statutaire, y compris dans des entreprises qui ont évolué sans qu'on ait bouleversé la situation de ceux qui, notamment, avaient un engagement de l'État. Et l'État doit tenir sa parole en ces temps de doute et de désarroi. Mais pourquoi ne pas avoir une évolution dans le cadre du personnel? Voilà quelques pistes. De toute façon, si nous n'avons pas le courage de vraies réformes, pardonnez-moi, nous ferons de la cosmétique, du déficit. Et Jean-Pierre Dor l'a dit, quand on fait un Ondam à 2,3, que le pays produit 0,4 et que nous avons une croissance de population, le rendez-vous, ça s'appelle le déficit. Et le déficit, c'est la perte de compétitivité du pays. Je garde Jean-Louis, le Dor, et puis... Attendez, parce qu'il avait demandé avant, c'est tout. Non. Moi, ce que je voulais dire à M. Larger, c'est formidable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une ministre de la Santé qui a l'air d'être très courageuse pour faire une nouvelle loi, mais la loi, c'est tout le contraire de tout ce que vous avez déroulé. C'est une loi qui recentralise, qui donne plus de pouvoir à l'État à nouveau. C'est une loi qui va crisper l'ensemble des acteurs à tout niveau, public et privé. C'est fait dans le libéral. Hein. C'est déjà fait dans le libéral, et je crois que ça commence aujourd'hui à l'hôpital public. Et si vous voulez, cette notion de collaboration et de partenariat, elle est complètement démantelée, puisque la théorie d'aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux que 2 hôpitaux distants de 80 km fassent un partenariat, plutôt que l'hôpital fasse le partenariat avec la clinique de sa ville. Donc, on a reprivilégié le statut sur la mission, et moi, je ne vois pas comment on peut organiser un réseau de santé, un maillage au niveau d'un territoire, quand le statut prime sur la mission. Ce n'est pas possible. Qu'on soit plus garanti à tout niveau sur des cahiers des charges qualitatifs, pour que le partenaire, notamment privé, apporte des garanties et qualitatives, et sur la durée, puisque M. Larcher, je savais qu'à un moment, vous étiez inquiet sur la pérennité des structures privées ou autres. Je pense qu'on a démontré que non seulement on les rendait pérennes, mais même qu'on les améliorait. Et on a mis beaucoup d'investissements dans ces structures privées. Donc moi, ce qui m'inquiète beaucoup, j'insiste, c'est ce nouveau projet de loi de santé, parce que nous, on nous dit de faire un dessin, là. Mais Madame la Ministre, en ce moment, elle est en train de faire le dessin contraire. Donc on a un vrai problème. Philippe. Et puis alors, sur le projet de loi de santé, Madame Touraine nous dit que ça n'est pas un projet de loi pour l'hôpital, et encore moins pour ses personnels. Voilà. Sauf que tout ce qu'il y a dans le projet de loi de santé, on en a parlé avec Jean-Louis Touraine récemment, concerne directement l'hôpital. Et l'hôpital, qu'on le veuille ou non, et sans faire de l'hospitalocentrisme malvenu, il est quand même au cœur du dispositif sanitaire français. Et quand je dis l'hôpital, là, c'est au sens générique du terme. Je ne distingue pas selon les statuts. Mais je reviens à la question statutaire. Juste un peu de pédagogie. Dans la loi, quelles sont les dispositions dans les 50 et quelques articles qui concernent directement l'hôpital? Il n'y a pas beaucoup. Très très peu. Et d'ailleurs, nous étions nous-mêmes les présidents de conférences des établissements hospitaliers publics, auteurs d'un rapport que nous avons remis il y a quelques mois à la ministre sur le fonctionnement des pôles, le bilan de la gouvernance interne, et on lui recommandait de surtout ne rien mettre dans la loi qui intéresse la gouvernance, parce que on entasse les réformes de gestion à l'hôpital public. Surtout que la loi se mêle pas. Et on n'a même pas fini la digestion de la précédente, qu'on en entame une suivante sans jamais effacer de ce qu'il y a de la précédente. C'est vrai, c'est vrai, absolument. Et je dois dire que, comme le rappelait Gérard Larcher, l'idée du contrat de gouvernance entre le directeur d'établissement
Et le président de la commission médicale d'établissement nous paraît véritablement une contre-performance quant à ce qu'est le management élémentaire d'une entreprise de service public. Et s'il y a un enjeu de novation à apporter à l'hôpital, c'est qu'on lui donne une plus grande autonomie réelle qu'il n'en a aujourd'hui. Sur le papier, il en a une, mais que surtout on crée toutes les conditions favorables pour qu'il règne l'esprit entrepreneurial au niveau des directions d'établissement, au niveau des chefferies de pôle, au niveau des responsabilités d'unité. Et c'est ça la performance, et c'est comme ça qu'on soignera mieux les patients, parce qu'on aura une optimisation des moyens. Il faut prendre la bonne décision au bon moment, avec les moyens optima pour le patient en fonction de son protocole de prise en soin. En laissant les gestionnaires gérer et en ne prenant le moins de décrets, le moins d'arrêtés, le moins de lois possibles. Mais je voulais simplement dire en 15 secondes sur les aspects statutaires et les problèmes de personnel qui font peur à tout le monde, c'est qu'on a une fenêtre de tir démographique là, dans les 4-5 ans qui viennent avec le papy-boom. Nous sommes des générations à devoir quitter nos responsabilités du fait de l'atteinte de la limite d'âge. Si on ne saisit pas cette opportunité pour garantir à ceux qui sont sous statut la pérennité de leur situation et créer des situations beaucoup plus contractuelles et donc plus de mobilité, plus de flexibilité dans la souplesse de la gestion hospitalière, à mon avis, on aura manqué une opportunité dramatiquement. Jean-Louis. J'adhère à ce qui vient d'être dit et je pense que la plupart des professionnels ne souhaitent pas qu'il y ait des bouleversements perpétuels qui changent les règles du jeu, qu'il y ait des aménagements. Oui, on vient de dénoncer certains des défauts et certaines des solutions, mais que soit laissée une certaine capacité aux responsables, chacun dans son secteur, pour gérer, pour améliorer les conditions de gestion, mais pour ne pas être en permanence entravé par des normes différentes, par des directives, par des obligations supplémentaires et par des bouleversements d'activité qui, en plus, ont un effet de déstabilisation des personnels dans l'équilibre qu'il peut y avoir, par exemple, entre un directeur et les responsables syndicaux de son établissement. Donc tout ça, je crois que c'est tout à fait important de penser que c'est comme cela et avec cet esprit que cette future loi va être... Alors, moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse de procès d'intention, ni des uns ni des autres, pour cette loi à venir, qui n'est d'ailleurs pas encore dans sa mouture définitive. Est-ce que c'est un avant-projet pour l'instant ? C'est un avant-projet. Elle représente le commun dénominateur, mais non, il est pas... Et la ministre y est très attachée, dit-elle. Oui, mais c'est normal. Mais c'est normal. Pas dire autre chose. Un ministre qui défendrait une loi... Mais la même ministre vous dit qu'elle attend beaucoup du Parlement pour compléter, amender, perfectionner, amplifier quelque chose qui ne peut pas être dans une loi qui est déjà suffisamment longue, avec 5 titres et un nombre très important d'articles. Donc il y aura des choses. Et donc saisissons les opportunités pour cela. Mais je crois que ce qui est tout à fait important, d'ailleurs sur le plan de la philosophie, parce que nous sommes tous ambigus, acceptons-le. En même temps, on veut que l'État se mêle moins de nos affaires, mais en même temps, on lui demande de réguler ce que nous ne savons pas ou avons de la peine. Donc on veut un État régulateur pour certaines choses, ou on veut un État-providence pour d'autres choses, qui nous apporte des solutions. Donc, au bout du compte, on voit bien qu'il y a les deux extrêmes dont personne ici ne veut, et on est tous dans un certain milieu. Personne ne peut définir où est le juste milieu, mais on sait très bien que nous ne parlons que de déplacer très très peu le curseur entre choses. Les deux extrêmes, c'est quoi ? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un système qui soit encore plus administré ? Eh bien non, parce qu'à ce moment-là, on aurait la dénonciation d'étatisation, de soviétisation, etc. On peut, bien sûr, mais même des pays d'Europe occidentale sont beaucoup plus administrés que nous, beaucoup. Mais les Français n'en veulent pas. Et c'est très bien ainsi, et le gouvernement n'a pas l'intention d'aller dans ce sens. Ou alors, c'est le contraire. Ça serait un système où on augmenterait la part du rôle de la régulation par le marché, la loi directe du marché. Marché concurrentiel, mais à ce moment-là, d'autres personnes, ce ne seraient pas tout à fait les mêmes qui dénonceraient, mais d'autres, tout aussi nombreux, dénonceraient une tentation, une tendance à l'inefficience, à des risques de gaspillage ou d'inégalité. Et donc, ça ne serait pas accepté. Donc, on voit bien que l'on doit être entre ces deux écueils-là et que le curseur peut être déplacé d'une façon ou d'une autre, mais c'est l'objectif de cette loi. Ne faisons pas de procès d'intention à une loi qui n'est ni votée, ni même dans sa version définitive,
mais sur laquelle on peut très bien, les uns et les autres, peser. Je vous assure que moi, les contacts que j'ai eus, autant avec la ministre qu'avec son cabinet, font état d'une volonté de maintenir un équilibre et non pas de favoriser ou défavoriser les uns ou les autres. On est mal parti. C'est une bonne nouvelle. Pardon ? C'est une bonne nouvelle d'entendre que le Juste cabinet un du exemple. ministre est ouvert. Il nous reste 3 minutes, donc 1 minute 30 par secondes. personne. Jean-Louis Touraine, Je conclusion. voulais, dans le cadre de la loi, je voulais vous Une donner minute. pour moi l'exemple d'une mauvaise bonne idée. On n'arrête pas de reparler de la chirurgie ambulatoire. Je peux d'ailleurs m'étonner qu'on attende 2014 en France pour dire que la chirurgie ambulatoire, c'est important. Les autres pays sont à 70-80% de taux de chirurgie ambulatoire. L'hôpital public en France, il est à 30% et le privé à 50%. Peu importe. Moi, je vous donne... On se revoit dans 3 ans. On nous dit la chirurgie ambulatoire, ça va faire des économies à l'hôpital public en France. Moi, je vais vous dire, ça va coûter de l'argent. Vous savez pourquoi ? Parce que vous ne ferez des économies en faisant la promotion de la chirurgie ambulatoire à l'hôpital public que si, dans le même temps, vous restructurez votre hôpital public. bien sûr. Vous fermez des services et des structures. Or, ce ne sera pas fait. Ce ne sera pas fait. Donc, ça va vous coûter de l'argent. Les chiffrages délirants sur... plusieurs endroits où ça a été fait déjà. Bien sûr. Non, mais les chiffrages délirants sur la chirurgie ambulatoire, des milliards d'euros, sont complètement irréalistes. Complètement irréalistes. Philippe, un mot, 1 minute. Conclusion. Le système de On santé dessine, on fait du bouton. que moi j'aimerais dessiner, je vous en ai donné les 2 colonnes du temple, c'est à la fois la liberté de choix à respecter et la socialisation du risque. C'est un changement de statut pour l'hôpital pour lui donner beaucoup plus d'allant, de mobilité et sa capacité à se restructurer. La restructuration est en cours et de manière forte et je peux témoigner que ces restructurations détruisent des emplois dans un premier temps. Et là aussi, on a des anticipations à pouvoir mener du fait de ces destructions d'emplois. Je renvoie au débat sur l'innovation. Et globalement, s'il fallait que je termine d'une formule, je dirais que je souhaiterais un hôpital avec moins de fonctionnaires et plus de missionnaires. Gérard, pas mal. Ça, on va mettre ça dans le livre des formules de Cham 14. Moi, je voudrais simplement dire 2 mots. Je pense que l'État doit être présent sur les fonctions stratégiques. La grande stratégie. Sa fonction régalienne, et c'est vraiment ce que je pense. Et sur un certain nombre de grands objectifs que nous devons partager, c'est là où il y a liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire valeurs républicaines. Et puis sur le reste, méfiez-vous des décisions salvatrices à la mode. Il se trouve que j'ai été élu à peine sevré à la mairie de Rambouillet, que je me suis intéressé à l'hôpital sous la direction d'un monsieur qui m'a appris à aimer l'hôpital, qui s'appelait Pierre Reynaud, et qui était mon vice-président d'hôpital. Je n'y connaissais rien, je venais à peine d'être sevré. Et on m'a parlé à l'époque, le budget global va nous sauver, la tarification à l'activité va nous sauver. Aujourd'hui, c'est la chirurgie ambulatoire qui nous sauverait du mal. Eh bien non, c'est un ensemble de décisions dans lequel, aujourd'hui, je pense que la dimension territoriale, au sens où on arrête de centraliser toutes les décisions. J'ai pris tout à l'heure une comparaison nautique. Je souhaite simplement que nous nous déployions sur le territoire en n'oubliant jamais que l'objectif de la santé, c'est de soigner des hommes et des femmes. Et que cet objectif de la santé qui est de soigner des hommes et des femmes, c'est en fait le niveau qui vous fixe le vrai niveau d'une démocratie. C'est, me semble-t-il, ce qui nous rassemble dans la diversité de nos sensibilités. Et bien, c'est très beau comme conclusion, bravo. Ouais, on vote pour lui. Donc voilà, cette table ronde qui était destinée à être clivée, droite-gauche, public-privé, finalement se termine en apothéose unanimiste. Il faut changer le système, il faut réformer l'hôpital public. C'est de la réforme, mais c'est une réforme révolutionnaire. Il faut faire des réformes révolutionnaires en fait. Pas de révolution, pas de réforme, mais des réformes révolutionnaires. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Voilà, Cham 2014 est terminé. Merci à tous les partenaires qui nous ont aidés à organiser cette réunion. On peut discuter, lancer des idées qui attireront un jour. Et à l'an prochain, 25 et 26 septembre. Merci, monsieur le Président.